Bienvenue dans Déchaîne, un podcast de lutte de celles et ceux qui ont milité pour l'égalité, la justice et leur dignité. Dans les espaces censés lutter contre l'oppression, on y a trouvé de la violence, le silence et l'effacement. Parce qu'on leur a prié de patienter, de ne pas faire de vagues, de ne pas diviser le mouvement. Pour celles et ceux qu'on a mis en avant quand il fallait des images et des cautions, puis sacrifiés quand il a fallu choisir. Celles et ceux qu'on a trahis, isolés, humiliés. Ce podcast est pour elles et pour eux. Pour les voix qu'on ne veut pas entendre, les colères qu'on disqualifie, les luttes qu'on exige de taire. Ils et elles ont continué malgré l'épuisement, la peur, la honte parfois, à lutter, à parler, à tenir. Pour toutes ces chaînes qu'on a fini par briser, pour la rage qu'on ne cache plus. Bienvenue dans Déchaîne, un podcast de récits de résistance et de rupture. Vous allez entendre des témoignages sur des violences, des mises au banc, du harcèlement et des formes de domination dans les espaces militants. Certaines paroles peuvent raviver des souvenirs difficiles ou provoquer des émotions intenses. Écoutez à votre rythme, prenez soin de vous, protégez-vous comme vous le pouvez, revenez plus tard si nécessaire. Ici, on se déchaîne, mais jamais au détriment de notre sécurité. Aujourd'hui, on s'attaque à une question difficile mais incontournable. Que fait-on des violences lorsqu'elles surviennent dans nos propres espaces militants, associatifs ou politiques? Et surtout, que fait-on lorsque la justice pénale ne répond pas, ne protège pas suffisamment ou ne correspond pas aux besoins des personnes concernées? Depuis plusieurs années, de nombreux collectifs féministes explorent d'autres voies. La justice communautaire, qu'elle soit réparatrice ou transformative. Des approches tournées autour de la victime et de ses besoins, qui cherchent non seulement à réparer les torts causés, mais aussi à transformer les conditions qui rendent ces violences possibles. Mais comment cela fonctionne concrètement? Quelles sont les conditions nécessaires pour que ces dispositifs soient réellement protecteurs? Quelles sont leurs limites, leurs risques, les écueils? Et pourquoi est-il devenu si urgent de développer ces outils si nous voulons construire des espaces politiques plus cohérents avec les valeurs que nous défendons? Un épisode en 2 parties pour découvrir les expériences et faire le bilan ensemble. Bonne écoute! Bonjour, on est avec Bridget et Victoria. Bonjour. Salut. Salut. Je suis très contente de faire cet épisode avec vous. Bridget, vous la connaissez, vous étiez au premier épisode. Ouais, c'est moi. Ça me fait plaisir de revenir sur des chaînes et de participer à cet épisode avec Victoria. Victoria, c'est la première fois que tu participes au podcast. On s'était rencontrés dans le cadre de la promotion de Deschênes. Tu avais suivi un peu le lancement du podcast et on avait pas mal échangé sur les questions de justice communautaire. Et toi, du coup, tu travailles justement à l'accompagnement de victimes. Et c'est là-dessus qu'on avait échangé. Et je t'avais dit, ce serait cool que l'épisode sur la justice, on le fasse ensemble. Ouais, carrément. Bah, merci pour l'invitation et je suis ravie de rencontrer Brigitte parce que j'ai adoré le premier épisode de Déchaîne. Donc, merci. C'est vrai qu'en fait, on avait parlé de trucs archi graves, mais on en avait beaucoup On avait ri. tellement rigolé cet épisode, surtout au montage, c'est trop drôle. Mais j'ai beaucoup aimé, c'était la première fois que je faisais un podcast en plus, mais j'ai beaucoup aimé pouvoir en parler. Ouais, pour rappel, le premier épisode, il portait sur les violences sexistes et sexuelles dans les espaces Militant. militants. Ouais, Ouais, et c'était un peu bizarre en plus qu'on puisse en rire. ouais. Assez étrange d'ailleurs. Bah, ça, c'est un truc que je retrouve beaucoup aussi, de apporter de l'humour dans des situations qui sont gravissimes. En fait, ça permet aussi de dissocier et de supporter la situation. Et j'ai été hyper marquée par ce que tu racontais dans l'épisode. Vraiment, j'ai retrouvé plein de similitudes dans les accompagnements que je fais. Mm. Mais c'est surtout que là, c'est un sujet d'actualité. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pu reprendre mon intervention sur les réseaux sociaux pour expliquer le mal-être que je vivais actuellement dans un climat politique qui est un peu tendu et sur lequel j'avais peur pour ma sécurité physique, en fait. Et où beaucoup de militants m'ont dit, oui, faut se battre, oui, mais moi, quand ma vie, elle est engagée et toi, c'est juste manifester 2 3 heures dans la République, c'est pas du tout la même chose, en Mm. fait. Donc enfin, ça me fait plaisir de pouvoir revenir parce que c'est vraiment on est vraiment dans le enfin, c'est ce qui se passe actuellement, dans l'actualité, quoi. Mm. Oui, bien en plus, c'est le but de l'épisode, c'est que on a parlé des mécanismes qui mènent à la violence et tout le silence qu'il y a aussi autour des violences et de la protection des agresseurs. Et là, C'est ça. l'idée, c'est quelles sont les alternatives?
autour de de l'accompagnement des victimes et de la réparation et ensuite de la transformation des espaces. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter Victoria, parce que toi, tu as de l'expérience là-dessus. Pour rappel, on avait déjà parlé, dans l'épisode sur la classe avec Kahina de ce que c'était de réparer en fait, les victimes parce que pour rappel, elle avait elle aussi participé à tout un processus de réparation. Du coup, Victoria, toi, tu accompagnes des victimes, tu as de l'expérience là-dessus. Je pense que tu es plus expérimentée que nous là-dessus. Enfin, quand on parlait, on parlait de justice communautaire et dans la justice communautaire, il y a la justice transformatrice, la justice restaurative. Déjà, est-ce que tu sais nous faire la différence entre les 2 et nous expliquer, quels sont les enjeux, en fait, dans ces 2 types de justice? Ouais, moi j'aime bien parler de justice communautaire en effet, parce que, les justices, alternatives au système pénal, elles peuvent prendre plein de formes différentes, et dans la justice communautaire, il y a aussi plein de formes différentes. Donc la justice communautaire, elle peut être alternative à la justice pénale quand il y a pas de plan du tout, il y a pas de procédure pénale, mais elle peut aussi exister, quand il y a une procédure pénale. Et dans les justices communautaires, il y a la justice transformative. Moi, je peux y glisser aussi la justice, restaurative. D'autres, par exemple, mettront plutôt la justice restaurative dans juste une alternative à la justice pénale parce que, elles vont considérer que la justice restaurative, concerne surtout l'auteuriste de violence, et la victime de violence et que la communauté n'est pas nécessairement impliquée. Pour donner des définitions ou en tout cas des explications derrière des mots qui peuvent être un petit peu flous, la justice restaurative, c'est l'idée de, créer des conditions de dialogue entre, une victime de violence et son auteur ou son autrice de violence. Alors, c'est pas nécessairement des conditions de dialogue où les personnes vont se rencontrer, il peut y avoir une rencontre, mais c'est l'idée de créer des espaces qui peuvent être, des lettres, une confrontation, quelque chose qui se fait à distance. La justice restaurative, ça peut être aussi, alors là, donc il y a un dialogue entre, une victime et l'auteur, l'autrice. Ça peut être aussi des cercles, de parole entre auteur et victime, mais qui sont impliqués pour les mêmes situations de violence, mais c'est pas la victime de l'auteur et l'auteur de la victime qui sont, Mmh. mis dans la rencontre. Il y a le film, Je verrai toujours vos visages qui retrace vraiment bien ce que c'est la justice, restaurative et les écueils qu'ils peuvent, avoir dans la justice restaurative. Elle fonctionne avec la justice pénale, mais elle peut aussi ne pas, être, en complément de la justice pénale. Pourquoi moi, elle me parle moins, même si, je la trouve tout à fait à propos, à certains égards? C'est parce que je pense que dans l'idée de la justice, notamment autour des violences, il y a l'idée de comprendre comment les violences sont arrivées, de responsabiliser la communauté pour que les violences n'arrivent plus et donc d'impliquer, un peu toutes les personnes qui ont été, investies dans les groupes sociaux où la violence a émergé et ça, pour ça, la réponse, ça peut être la justice transformative où, là, il va y avoir un processus, d'abord de sécurisation de la victime, de l'accompagner à, se rendre compte, l'accompagner à la réalisation de l'ensemble des violences qu'elle a vécues, les notions de réparation, la transformation de l'auteur, de la communauté, donc c'est quelque chose de plus large. Moi, je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit par rapport à la justice, pénale. Pourquoi je trouve ça intéressant la justice communautaire? C'est le fait est que la justice pénale, en étant moi-même actuellement dans un procès bâillon, catastrophique, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, en fait. Donc ne serait-ce que devoir se reconstruire et attendre que la justice te reconnaisse comme victime, je trouve ça de la violence sur de la violence. Donc effectivement, faire quelque chose à côté ou même en accompagnement ou même autrement, toutes les victimes ne veulent pas porter plainte, sachant que pénal, ça nous ramène à la police. La police, c'est pas, faire C'est pas encore nos amis, quoi. ouais, voilà, Ils sont pas là pour nous j'allais protéger. dire: «C'est pas nos amis», mais je me suis dit: «On va encore se faire strike». Les premières personnes vers qui, des personnes qui ont déjà souffert de violences vont se tourner, en tout cas, pas des personnes, qui viennent de nos milieux à nous. Donc honnêtement, pouvoir, se réparer ou avoir une certaine justice d'une autre manière, je trouve ça pas mal intéressant. Ouais et je trouve que justement c'est hyper important de voir c'est quoi les dysfonctionnements de la justice pénale pour justement ne pas le reproduire dans la justice communautaire ou les C'est ça, justices alternatives. Là, par exemple, tu parlais, du temps d'attente, ouais. quand on a recours à la justice pénale. Et c'est pour ça que moi, dans les accompagnements ou dans les formations que je donne par rapport aux justices alternatives, donc transformatives, communautaires, et cetera, c'est de vraiment, s'adapter au rythme,
des victimes, de si elles ont besoin qu'on agisse de façon urgente, on agit de façon urgente pour les sécuriser, pour élaborer avec elles, leurs besoins de réparation et cetera. Si elles ont besoin de temps, on doit s'adapter à ce temps-là aussi. Et le problème, mais ça peut-être on pourra en parler après, c'est que malheureusement dans nos milieux, comme la culture du viol, elle est extrêmement présente et on en est pétri, Mmh. eh bien, on se retrouve avec des justices communautaires qui peuvent des fois être aussi longues Mmh. qu'une justice pénale, Aussi brutal aussi. aussi brutales, C'est complètement. parce que moi, j'ai déjà été, confrontée à des militants qui ont eu exactement les mêmes propos que des policiers. C'est-à-dire, «Ouais, mais elle était habillée comment?» Mais même si elle était enfin, ça n'a aucun rapport avec la situation. Il y a une victime et un agresseur. Il y a pas de «oui, mais». Donc Mais c'est en fait, c'est l'idée que du podcast lui-même, c'est de dire: «OK, on part d'une société qui est structurellement raciste, sexiste, homophobe, validiste et cetera, classiste, tout ce que vous voulez et donc nous, on est issus de cette société, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, on n'est pas libre, en fait, mmh, c'était, Mounia Abou Jamal qui l'avait dit d'ailleurs dans une conférence auquel je fais toujours, référence. À la fin, c'était sur, juste pour remettre un peu de contexte, c'est une conférence à la suite, d'une jeune fille qui, dans sa campagne de libération, avait parlé d'un viol qu'elle avait subi ou d'une agression sexuelle plutôt, pardon, qu'elle avait subi de la part d'un taulier, en fait, de la campagne et il y a eu, tout un mouvement de soutien autour de cette jeune fille. Bon, ils sont par enfin, au début, c'était pas vraiment un mouvement de soutien et ensuite on est allé soutenir la jeune fille et le gars a été, évincé, du collectif et donc il y a eu une grosse conférence où des femmes, ont pu témoigner, des violences systémiques qu'elles ont vécues dans tout leur parcours militant. Certaines, enfin, il y en avait une, elle avait 80 ans, elle a parlé pour la première fois d'un viol qu'elle a vécu 50 ans auparavant. mmh, Donc la conférence, elle était vraiment prégnante, elle est sur YouTube, et à la fin, on a un mot de Moumia Abou Jamal qui appelle depuis la prison et qui dit, en fait, «On ne doit pas penser que, on est libre parce qu'on est militant, parce qu'on mmh. milite. On n'est pas libéré et donc forcément, la violence, on l'a commis, on commet de la violence, Ouais. on est construit dans la violence, on commet de la violence». Toujours la le regard de ces militants qui pensent qu'ils font de la politique pour les moldus. C'est pas le cas en fait, Mmh. vous êtes tous sexistes, on a tous des biais racistes, on a tous des biais sexistes, on a tous des biais homophobes, parce que la Mmh. société nous a construits comme ça Mais parce qu'on a et été élevé aussi dans ça. voilà, c'est ça. C'est Ça se structurel. déconstruit. C'est Ça se dé structurel et tu peux militer dans un syndicat, tu peux militer dans un parti politique, de toute façon, tu auras tes biais-là. Tu peux être vigilant, mais en tout cas, tu les as. Cela étant dit, il y a un paradoxe qui existe, et qui est bien, facile dans les milieux militants, c'est de nous renvoyer systématiquement à la justice pénale. La même justice contre qui ils disent, c'est des crimes policiers, se bat. ACAB, et cetera et Mmh. cetera. Et en plus de ça, quand ils veulent, créer un truc un peu alternatif ou en tout cas où on gère notre linge sale en famille, ils reprennent les méthodes policières. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire des confrontations, des jugements de preuves, machin, tout ça. Et donc, c'est pour ça que la question de la justice, communautaire ou des méthodes de justice alternatives, elles paraissent non seulement nécessaires, mais déjà le problème c'est qu'elles sont pas très bien connues, qu'elles demandent, il y a des besoins en fait, on fait pas juste de la justice communautaire parce qu'on fait pas appel à la police. Mmh. C'est qu'il y a vraiment des méthodes, il y a des réseaux de soutien et surtout des moyens de coercition qui sont difficiles à avoir dans ces milieux-là, surtout quand on est victime. Et c'était là-dessus que vraiment que je trouvais que c'était important d'avoir, au moins un épisode pour avoir une peinture plutôt claire de ce que ça doit être et proposer aussi des outils là-dessus. Parce que c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, on sait pas faire. Pendant que enfin, que je t'écoutais parler, je me suis rappelé de pas mal de sujets de société, actuellement, où, une personne qui venait porter plainte pour violence conjugale s'est fait agresser sexuellement par un policier. Donc je me dis, en fait, moi j'ai peur que, cet épisode soit compris de: «Oui, on évite la police, on évite, les systèmes, pénals, traditionnels», alors que c'est pas ça. C'est si on avait les mêmes droits que monsieur, madame, tout le monde, que des bourgeois, que des personnes non racisées, on irait tous au commissariat. Mais dès lors que nous, des jeunes de quartiers populaires, on a peur de la police, qui sont censés nous protéger, moi, en tant que femme noire, dès que j'ai un problème, je me dis: «Bah, ah tiens, si j'allais,
porter plainte, ne serait-ce que pour l'agression que après je voudrais pas refaire, l'épisode 1, mais Mmh. l'agression que j'ai vécue, il y a jamais eu de plainte. Depuis lors, j'ai pu accompagner pas mal de personnes qui vont porter plainte pour X, Y raison, dont des VSS, et c'était souvent des questions comme ça: «Tu habillée comment? Pourquoi tu étais là?» Mais en fait, vous êtes en train de questionner la victime ou on va chercher l'auteur? Parce que je vous ai donné le nom de l'auteur. Le procès de Tariq Ramadan, ne serait-ce que On va revenir là-dessus, ouais, je ce pense que qui c'est s'est important. passé récemment, ne serait-ce que les décisions, enfin, tout ça, c'est pas des choses qui me font penser que, on aura justice, ou on aura en tout cas gain de cause en allant porter plainte, en attendant, derrière des juges, des magistrats ou même des avocats, ne serait-ce que pouvoir porter plainte. Comme je l'ai dit, moi, je suis dans un procès bâillon, ça coûte un bras. On n'a peut-être même pas les moyens de se défendre. Donc c'est facile de dire, on veut potentiellement esquiver les justices traditionnelles, pénales et cetera, mais on n'a pas les moyens de se défendre. Ouais, c'est que déjà les justices, pénales, déjà elles sont pas faites pour les victimes parce que la police elle est pas là pour protéger les victimes, elle est là pour encadrer la société. C'est ça. Donc elle est pas là pour protéger, bon, on a tous compris qu'on était anticarcéral, mais qu'on a un regard critique par la police. Après il s'agit pas comme tu as dit de décourager les personnes d'aller voir la police parce qu'en l'occurrence c'est la seule force de coercition qui existe vraiment C'est ça. et du coup au moins d'accompagner les victimes ou de leur proposer des alternatives. Mais en tout cas la police elle est pas là pour ça. Quand on dit: «OK, on gère ça, entre nous», c'est déjà pour éviter. Parce qu'il y a aussi la question de la double peine quand on est une personne racisée. C'est ça. C'est que on en a parlé dans l'épisode 1, mais c'est important qu'on en reparle aussi pour montrer pour revoir un peu à quel point c'est important d'avoir ces espaces communautaires. C'est que, quand on va vers la police, on nous dit: «Oui, mais tu as lancé, tu jeté, un de nos frères, dans un système, ultra violent, raciste, un rouleau compresseur». Bah, ouais, mais en fait, on n'a pas d'autres espaces, en fait. Vous nous avez pas créé les espaces et quand on veut les créer, c'est problématique. Donc en fait, on en a parlé, quand on a préparé l'épisode avec toi, Victoria, c'est que l'idée, c'est pas que ça change. Mmh. C'est que tout est fait pour pas que ça change. Oui, bah, en fait, déjà, il y avait aussi cette chose de porter plainte, donc ça coûte un bras et cetera. Il y a la question de la répression policière, C'est ça. notamment quand on est concerné par des oppressions, systémiques et notamment quand on est racisé. Il y a cette question aussi de la loi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de violences sexuelles qui sont pas répréhensibles. La loi, elle évolue heureusement, parce qu'en fait, même si on ne veut pas avoir recours à la justice pénale, la loi va nous donner un indicatif de qu'est-ce qui est répréhensible ou pas, que ça soit, au niveau légal, mais aussi moral. Par exemple, la question du, viol conjugal, Ouais. avant c'était autorisé, maintenant ça l'est plus, mais du coup pendant, énormément d'années, des personnes qui pouvaient être violées dans la relation conjugale, c'était considéré comme pas un viol et donc si elles le dénonçaient, on allait dire que c'était des menteuses et cetera. Donc déjà, il y a un vide juridique, sur les lois. Il y a une charge de preuve que les victimes, elles sont pas en capacité de pouvoir prouver parce que justement le propre des violences sexuelles, c'est que ça a lieu dans des moments où il y a, généralement personne pour, voir ça. Hem, Oui et puis juste une mmh, parenthèse, c'est que tu fais comment pour prouver un acte qui a eu lieu il y a 10 ans? mmh. C'est Mais c'est impossible. justement ça que la Mmh. police va te dire: «Mais tu as fait quoi pendant 10 ans? Pourquoi tu l'as pas dénoncé direct?» Alors qu'il y a la prescription, ouais. Bah, c'est ça et le problème, c'est que nos milieux militants rejouent la même chose. Mmh. C'est ça, Enfin, en fait, exactement. c'est que, les milieux militants ne sont pas nécessairement formés aux questions des violences sexuelles. Les milieux C'est un militants vivier. comment? C'est parce que c'est un vivier. Bah, c'est ça, mais aussi parce je pense qu'il y a pas cet effort-là, qui est fait de réfléchir à qu'est-ce que c'est les violences sexuelles et il y a un côté très performatif dans les milieux militants on va performer, une lutte anticarcérale, une lutte, les luttes sociales, les luttes antiracistes, les luttes féministes. Sauf que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, démanteler la culture du viol? On revoit les mêmes mécanismes, par exemple, que peut faire la police quand on va porter plainte. Mmh. Mmh. Par exemple, cette mise en doute, cette disqualification et bah, dans les milieux militants, il y a en tout cas enfin moi en tout cas c'est ce que j'essaye de faire avec les camarades avec lesquels je travaille sur le sujet, c'est déjà comment former les personnes militantes à être alertes à des situations de violence et à réagir quand il y a des indices, quand il y a des faisceaux d'indices de situations de violence et s'il y a une personne victime qui vient pour dénoncer une violence, comment on l'écoute et comment on rejoue pas immédiatement de la Mmh. retraumatisation. Et ça, c'est une formation, enfin ça, c'est un travail énorme en fait. Mais tout à l'heure, ce que disait justement Massia, c'est qu'on venait pas comme des feuilles blanches. On vient avec, certaines billes, avec une certaine vision des choses. Et là, je parle pas en tant que militante, mais en tant qu'humaine. Disons que si demain on me disait qu'un de mes très bons amis avait agressé une femme,
je pourrais pas te dire comment je réagirais et pourtant je suis militante et que je défends toujours, ce type d'agression. En tant qu'humain, on a du mal à pas à croire, mais à prendre conscience. Demain, si, une personne te dit, «Ton camarade avec qui tu luttes tous les jours, il m'a agressé», surtout si c'est là, je te dis un camarade, mais là, par exemple, dans l'exemple qu'elle donnait Massia, c'était un taulier. Non, enfin, moi, des exemples où c'est vraiment des tauliers ou des Des représentants, des figures leaders, charismatiques, ouais. qui ont agressé les gens, j'en ai tellement que je me dis, c'est très compliqué de militer dans nos enfin, dans nos espaces. Ou quand c'est ton mec, en fait. Mais on reviendra un peu sur les réseaux de solidarité, comment ils se Mmh. construisent, et cetera. Mais en fait, qu'il y a un instinct grégaire de protection des proches, bon, très bien. Mais en fait, c'est que nos milieux, ils manquent terriblement de discipline. Mmh. Ça, c'est clair. Sur les questions de violences sexistes et sexuelles, on n'est pas discipliné. Et du coup, c'est normal que les réseaux de soutien se créent là-dessus. Mais on reviendra, ouais, parce que c'est important déjà de les identifier pour mieux lutter contre et en tout cas d'avoir des outils qui permettent de contrer et d'avoir de la force coercitive Mais face à c'est ces pas réseaux parce de que soutien, ouais. justement nos espaces sont très machistes, sont très machistes. C'est-à-dire que c'est souvent, ben, là je parle de quand je parle des tauliers et tout, c'est souvent des gens qui vont se taper dans le dos en mode: «Ah, je me suis tapé une telle ou quoi», alors qu'au final, non, c'est potentiellement une agression sexuelle, en fait. Mmh. Dans ton expérience, toi, Victoria, c'est les questions de enfin les modalités de justice transformatrice, enfin les justices communautaires plutôt, ça s'applique à quel type de violence? Je veux dire, j'imagine que ça s'applique pas à n'importe lesquelles et justement, vous avez besoin de quoi pour mettre en place tout un réseau de justice communautaire quand vous le faites? Ouais, bah, déjà, ça dépend des espaces, sociaux où, la violence va arriver. Aujourd'hui, on va se développer beaucoup dans les milieux militants, des protocoles de gestion de VSS, enfin des protocoles de lutte contre les VSS, que ça soit, dans des lieux collectifs, donc des lieux de vie ou des lieux d'activité militante, dans des moments de festivités, dans des grandes, rencontres militantes, il peut avoir des protocoles VSS qui se mettent en place. Par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, en 2021, il me semble, il y a eu un gros événement militant où il y a eu un viol et là, à ce moment-là, il y avait pas de protocole de comment réagir par rapport à cette situation et depuis, il y a il y a des personnes, de cette zone-là qui ont, développé un type de protocole qui s'appelle, Festivities Fight Sexism qui a été développé dans plein d'espaces militants pour justement prendre en charge, des violences quand elles arrivent dans un espace festif. Le problème, c'est que, il y a plein de violences, notamment les violences conjugales ou, même, enfin les dynamiques sexistes qui arrivent dans les collectifs, les violences qui arrivent, en dehors de la conjugalité, violences sexuelles en dehors de la conjugalité, qui arrivent pas sur le moment où il y a le protocole, qui est mis en place. Et du coup, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'une victime, à qui elle s'adresse? Donc déjà, la base, avec mes camarades, avec qui on forme là-dessus et avec lesquels j'accompagne, c'est comment, inciter les collectifs à se poser la question, à mettre en place des choses en leur sein, dans leurs groupes sociaux de si il y a une personne, qui est victime de violence, à qui elle s'adresse pour pouvoir, signifier la violence? Comment elle va pouvoir être accueillie? Comment elle va pouvoir être entendue? Mais même en amont, est-ce que le collectif s'est positionné sur qu'est-ce qu'on accepte ou pas dans un collectif? Par exemple, ça peut arriver qu'on, commence à militer dans un collectif, par exemple, on pense pas forcément à, c'est quoi le protocole sur les VSS dans ce collectif? Mmh. Enfin, violences sexistes et sexuelles. Généralement, c'est quand il y a des VSS qui arrivent que là, les personnes commencent à se poser la question de: «Ah bah, qu'est-ce qu'on fait?» et ça a pas été anticipé avant. Donc ça veut dire qu'il y a la violence, par exemple, il y a une victime qui va signaler des violences et à ce moment-là, il peut y avoir elle doit faire face à potentiellement des conflits en interne dans le collectif, de personnes qui veulent soit, bah, du coup, prendre en charge ce sujet, et faire justice et accompagner la victime et cetera, ou d'autres personnes qui vont produire de la violence secondaire à son égard, c'est-à-dire toutes les violences qui arrivent après la violence initiale, donc la stigmatiser, la disqualifier, protéger l'agresseur et cetera. On connaît ça. Très Voilà. bien même. Donc en fait, ce qui est hyper important, c'est une incitation aux collectifs militants de se dire: «C'est quoi nos valeurs par rapport à ces sujets?» comme ça, au moins, les personnes quand elles a enfin, si elles veulent rejoindre, On n'est pas pris de court, quoi. on n'est pas pris de court et on sait que: «Ah ouais, là, ça protège les agresseurs», on le sait, ben, on viendra pas militer avec vous. C'est ça. Oui et puis il y a aussi une forme d'engagement avant que la violence elle arrive et ça évite aussi des conflits, Interne plus tard. internes, ouais. Mmh. Mmh. Oui, de savoir identifier la violence aussi, de c'est quoi la violence c'est quoi les violences sexistes et sexuelles? C'est un continuum. Du coup, bah, s'il y a une blague c'est quoi, par exemple, ça peut
fait les blagues sexistes, de cibler des militantes qui viennent d'arriver dans l'association pour essayer de relationner avec elles de façon systématique et répétée? Est-ce que c'est manipuler psychologiquement une personne? Les identifier, parce qu'il y a plein de personnes qui savent pas en fait qu'est-ce que c'est. Donc déjà, les identifier, le dire, et au moins ça dit, bah ici, s'il y a ça, voilà ce qui sera fait dans chaque situation, quoi. Bah, moi, ce que je remarque aussi, c'est que les militants, enfin les collectifs militants, je fais des généralités, hein, parce qu'en vrai, à part les collectifs féministes, plutôt radicales, il y en a peu qui ont déjà des chartes de fonctionnement, même enfin, même les syndicats, en fait, ils s'y tiennent pas, mais il y a peu qui ont vraiment eu cette discipline de gestion des conflits, au-delà des VSS, mais au moins des gestions des conflits. Et du coup, comment ça fonctionne à l'intérieur, ça aussi, ça reproduit des violences. Et c'est quelque chose dont on avait parlé dans l'épisode 1, c'est que en créant des figures charismatiques, bah, du coup, tu permets la violence d'arriver et surtout qu'elle se taise parce que tu as créé des figures, en fait, irremplaçables. Et généralement, ce sont ces figures irremplaçables, qui se Super. rendent voilà, qui se rendent, auteurs de violences et parce qu'elles savent qu'elles sont impunies, parce qu'elles savent qu'elles sont intouchables, et cetera. C'est quelque chose qu'on a observé, donc c'est quelque chose qu'on a connu avec moi, bon, moi avec Samir et toi avec le gréviste. Mmh. Ils savent qu'ils peuvent se permettre. Parce que la lutte ne tiendra pas sans eux, et aussi c'est des gens qui sont là depuis des années en fait, avant de militer, ils se sont créés une place. Dans la question aussi des justices communautaires, il y a les réfractaires, non pas parce qu'ils sont possiblement auteurs de violence, mais parce que ça redéfinit la question du pouvoir. Par exemple, le fait de revoir les questions de tâches ingrates, de roulement des tâches, de roulement des prises de parole, je pense que ça fait partie aussi d'une forme de justice communautaire. Enfin, en tout cas, je pense que ça a déjà été réfléchi comme ça. De se dire que si les tâches les plus ingrates, par exemple, differ des tracts, en fait, n'importe qui doit le faire, au moins une fois dans le mois ou peu importe. La question de la représentation, de la prise de parole, du monopole aussi de cette prise de parole et du coup, de l'aura qu'il y a autour des tâches un peu plus, valorisantes, redistribue le pouvoir au sein d'un collectif. Et du coup, c'est cette question vraiment du pouvoir, en fait, de la conservation, déjà de la captation de ce pouvoir et de la conservation du pouvoir. La violence, elle arrive, à mon sens, pour mettre à l'épreuve cette captation et cette conservation, ou pour l'affirmer. C'est-à-dire que quand une personne dans un collectif se permet de agresser une militante, de se rendre auteur de violence, elle va soit mettre à l'épreuve, donc elle va tester un peu sa capacité de nuisance, son soutien, etc. Ou alors elle va confirmer, c'est-à-dire elle sait qu'elle peut le faire parce qu'il est dans la récidive ou parce que c'est bon, il se sent à l'aise, etc. Mais dans les deux cas, c'est la même chose, c'est toujours la question du pouvoir. Les victimes, elles n'ont pas de pouvoir parce qu'elles sont des proies et on ne s'attaque pas, par exemple, les auteurs de violence ne s'attaquent pas à d'autres figures charismatiques. Quand les auteurs s'attaquent à des victimes, elles vont choisir des personnes qui vont, de par la société, de par la place dans la société, être des personnes qui vont être vulnérables. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir un soutien systématique face à la violence qu'elles vont rencontrer. Donc même si ça va être des personnes connues ou reconnues, ça va souvent être des femmes, des mères célibataires, Des enfants, des enfants, donc des des personnes personnes, racisées, des des personnes en personnes, situation, voilà. ouais, Donc ça va être de violence. forcément des personnes qui vont confronter à ce qu'est la violence systémique. Mmh. Si c'est des figures connues ou des personnes charismatiques, ça va être aussi, moi je le vois, enfin tu parlais de la question du pouvoir, de la réaffirmation du pouvoir, je le vois aussi comme une punition de une personne qui est censée être dominée, qui prend une place de pouvoir, va être rappelée à l'ordre par la violence sexuelle, par les violences sexistes et Ouais, sexuelles. Donc d'accord. c'est aussi une réassignation à Mmh. une place. Par exemple, moi ce que je vois aussi dans les milieux militants, c'est que on va avoir en effet des figures charismatiques qui vont être attirées par des personnes sexisées qui vont avoir du pouvoir, en tout cas une place où elles vont être aimées, elles vont être appréciées où ils vont être attirés et ils vont les dézinguer, ils vont prendre, ils vont les éliminer. Quand on parle des figures charismatiques agresseurs, il y a aussi ce truc du contrôle de la narration. C'est Mmh. que comme ils sont aimés, comme ils ont plein de contacts, plein de relations, et qui sont indispensables. Il y a des personnes même qui, ça se trouve, croient la victime et ne croient pas l'agresseur, mais elles vont quand même faire le choix de protéger l'agresseur, parce qu'en fait, si elles commencent à ne plus le croire, elles vont être aussi isolées, comme C'est la ça, victime est isolée. c'est C'est ça. un peu comme la punition générale, quoi. Mmh. Ce qui se passe dans les Mmh. sectes, c'est très sectaire ce que tu es Mmh. en train de dire. C'est-à-dire que les femmes qui sont autrices de violences sexistes et sexuelles dans les sectes, elles savent ce qui se passe puisqu'elles sont autrices, elles participent à la mise en domination des autres femmes.
Mais quand la femme va se plaindre, elles vont minimiser ou elles vont limite dire: «Mais non», enfin, alors qu'elles savent ce qu'elles font, tu vois? Mmh. Oui et en plus, on a cet imaginaire aussi de: «Ah, il y a que les hommes qui vont défendre les hommes, ils vont que se défendre entre eux». En Alors que tout le cas, moi monde est rempli de pick me, hein. oui, c'est ça. Moi, je vois vraiment, en tout cas dans les milieux militants, il y a plein de personnes, queer, il y a plein de meufs cis hétéros qui, font boys club autour des Mais agresseurs et c'est c'est assez totalement ça et impressionnant. c'est Ouais. flippant, c'est plus que c'est flippant. Ouais. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, j'ai toujours ce truc de dire: «Je crois les femmes et je défends les femmes». Mais quand je vois que les femmes défendent l'homme alors que enfin, tu es une femme, tu sais qu'on est plus souvent des proies que des prédateurs dans toutes les histoires qu'on raconte. Et surtout les femmes racisées, on est les dernières roues du carrosse. Donc comment tu peux croire cet homme blanc d'un certain âge? Il domine le monde. Mais je pense que c'est pour avoir un peu des miettes de leur pouvoir, en fait. Enfin, c'est un intérêt, je dirais de pouvoir grappiller un peu du pouvoir ou de d'avoir peur d'être éliminé comme les autres victimes. C'est-à-dire que dans le milieu militant, il y a aussi, bah, du coup, des biais sexistes, du sexisme intériorisé, chez les femmes racisées également, chez les femmes blanches, chez les féministes. Enfin, il y a toujours ces biais-là qui sont intériorisés, qui sont pas déconstruits, même dans les organisations féministes. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler l'espèce de pick me. Je veux dire, le pire, par exemple, le Parti des Indéniables de la République, c'est rempli de pick me, en vrai. Ça peut théoriser comme on veut, c'est juste des pick me, en fait. Parce que de là à théoriser le silence au profit de nos frères, racisés qui, en fait, sont auteurs de violences, sans créer des espaces parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est jamais un plaisir de raconter un trauma. C'est Non. jamais un plaisir de raconter qu'on a été victime d'une violence. C'est Donc plutôt quand enfin, excuse-moi de te couper, mmh, mais je trouve que c'est même plutôt humiliant et les personnes qui vont crier, que les femmes qui ont vécu ça crient au loup, moi j'arrête pas de me dire: «Mais à quel moment c'est valorisant pour une femme qui a été victime de se présenter en tant que mmh, victime, de savoir que elle va pas être crue, mmh, que tout ce qu'elle va dire va être remis en question. Si elle le dit mal, ça va être, réinterprété». Enfin, la personne elle est déjà sous trauma en fait. Ça veut dire peu importe comment elle le dit, c'est pas qu'elle ment, potentiellement c'est qu'elle n'a même pas accepter l'information et mmh, ça, je l'ai vécu avec une personne qui me racontait qu'elle avait vécu une agression et elle arrivait pas à dire agression, mmh. sexuelle. Ça m'énervait et je me retrouve à crier sur une personne qui a été victime parce qu'elle arrivait pas à dire le mot agression. Mais vraiment, c'est à perte, il y a aucun Ouais. bénéfice à se retrouver être victime. On va être stigmatisé, insulté, méprisé. On fait je vois pas le l'intérêt. Selon les détracteurs de ce sujet-là, ça va être de faire passer les victimes pour des personnes hystériques, Mmh. pour des vengeresses, pour des folles, pour en fait des personnes, qui en veulent à l'agresseur et parce que alors, la raison à chaque fois c'est vraiment assez obscur. Je sais pas, ouais, il y a une hystérisation Non, vraiment mais des si elle a été agressée et qu'elle en veut à son agresseur, bah, elle est dans son bon droit d'avoir, tu vois? Elle a été agressée. Mais s'il y a aucune raison, en amont d'être enfin, une détracteuse de cet agresseur, je comprends pas. Sachant que moi, je me rappelle, d'une personne qui a été agressée, qui m'a dit un jour: «Avec tout ce qu'ils m'ont fait quand j'ai révélé l'agression, si je mentais depuis le temps, j'aurais dit la vérité». Mmh. Pour te dire à quel point c'est violent. La société est violente, face aux victimes. Je trouve ça hyper révélateur, ce que tu viens de dire et ça me fait penser aussi à la question du trauma, justement, de la réactivation traumatique à devoir raconter les violences. Mmh. Sachant qu'en plus, quand on nous croit pas, on va essayer de se rappeler les moindres détails. «Ah mais c'est parce que j'ai oublié de donner ce Plus tu détail qu'on ne me détailles, croit pas». plus on va te dire plus tu vas te dire: «Mais si, mais attends, je te dis que je portais un jean bleu et des chaussettes blanches». Oui, mais après ils vont dire non mais oui, mais après ça va être le micro détail va pouvoir être retourné contre la victime et après sinon le coup de massue c'est en fait elle est trop traumatisée par des choses de sa vie Mmh. d'avant ou d'autres choses, on ne sait pas, enfin je sais pas, il y a toujours un trauma, Mystérieux. plus ancien et mystérieux, et même s'ils existent, ça n'enlève pas, qu'il y a eu L'agression, quoi. violence et donc ça va être aussi retourné contre elles. Ouais, «Ah mais en fait, elles disent un peu la vérité mais elles mentent un peu aussi parce que» mais pas volontairement, c'est juste qu'elles sont pas lucides. mais tu imagine-toi la place d'une personne qui a eu plusieurs agressions. La première, on l'a pas crue, mais moi je vois même pas enfin, je me vois pas aller reporter plainte alors que la première fois on m'a pas cru et même si un jour je finis par le dire, je me dis: «Mais vas-y, ils vont se dire, ça lui arrive que à elle ça». Alors que le pourcentage de chance Mmh. de se faire réagresser, il est, élevé. Où on dit qu'une personne qui a déjà été victime est plus une proie pour les agresseurs, c'est comme s'ils avaient une manière de pouvoir les reconnaître en fait. Croire que les personnes à qui c'est arrivé plusieurs fois, c'est des menteuses,
alors que ça arrive plus souvent que même ça enfin, que ce que les chiffres disent parce qu'entre les gens qui ne le disent pas et les gens qui ne réalisent pas qu'ils ont été agressés et les agressions qui sont passées sous silence, les chiffres qui sont flippants à l'heure actuelle, ils sont même pas bons, en fait. Donc on a parlé des pick me, c'est facile d'avoir ce sexisme intériorisé et du coup de prêter main forte ou de soutenir des agresseurs, quand bien même on savait que en fait c'est des agresseurs, mais parce qu'on va trouver des circonstances atténuantes. Ouais, il va pas, ben, un peu ce qu'on m'a dit à moi, il va pas bien, il est malade, alors qu'en vrai, si j'allais porter plainte, c'est des circonstances aggravantes. Le mec, Alors que ouais. toi non plus, tu vas pas bien, en fait. Et Mais lui, moi, il c'est va pas pas grave. bien pour lui-même, Moi, je vais pas bien toi, à tu cause de vas pas lui. bien, c'est à cause de Et c'est lui. pas grave ça. Apparemment, ça passe en fait. Mais ça, pour moi, c'est vraiment le suprémacisme. C'est vraiment les dominations, enfin les suprémacismes en général, les dominations, c'est l'idée que le dominé, s'il souffre, ça fait partie de sa condition de dominer, Mmh. alors que le dominant, s'il souffre un peu, ça va pas du tout. Il faut rétablir l'ordre de le dominant ne souffre pas et domine, et le dominé, bah, Mm. qu'il a juste C'est à ça. sécher ses larmes, C'est quoi. le dédommagement des esclavagistes, lorsqu'on leur Ouais, enlevait c'est leurs ça. esclaves, hein. Exactement. C'est Fallait exactement les ça. dédommager quand même, Ouais, ils ont plus de main-d'œuvre. c'est exactement ça. Et donc il y a cette idée que, OK, lui, il va pas bien, donc venez, on en parle entre nous, on va le gérer. Après, bon, on en a parlé dans l'épisode 1, bon, donc ça va être tous ces vents, tous ces ouais, mais on en reparlera plus tard, c'est pas le moment. Il va Les jeunes, ils changer. luttent. Non, mais tu sais, il y a Oui. des urgences, etc., etc. Donc en fait, ces espaces Mais il n'existent y a pas. toujours des urgences, en fait. Ouais, ces Surtout exas dans la France de Macron, il y aura toujours ouais. des urgences, hein. Donc ces espaces n'existent pas. Quand on essaye d'avoir des espaces alternatifs pour pouvoir gérer cette violence, parce qu'on sait qu'il y aura récidive, et effectivement, il y a récidive. Moi, je sais que mon auteur, enfin, je suis pas sa première victime. Donc, pour éviter cette récidive, on se dit, bon, bah, on va faire des choses. Et en fait, bon, on a parlé dans l'épisode 1, la moindre chose qu'on propose, c'est jamais la bonne. Donc, en fait, c'est juste qu'il faut pas bouger. Mmh. Et moi, je m'étais fait la réflexion hier avec ma sœur, c'est que si vraiment j'avais envie de gagner quelque chose de ce qui m'était arrivé, en fait, je serais pas allée voir Mediapart. Enfin, je serais allée voir CNews. Donc, l'idée que si nous, on fait quelque chose, c'est forcément à l'encontre de la lutte. Si vraiment on est à l'encontre de la lutte, on a d'autres alternatives. Enfin, c'est facile d'avoir le numéro d'Aurore Berger, hein. Donc, si j'avais vraiment envie de faire quelque chose contre la lutte, je l'aurais fait. Donc si on propose des choses alternatives, c'est parce qu'on croit en cette lutte, mais on croit qu'elle peut déjà évoluer, qu'elle peut être transformée, que c'est nécessaire et que on doit pouvoir le faire parce que tout le monde doit pouvoir militer dans ces espaces. C'est pas normal en fait qu'on puisse pas militer Et en ce que je trouve sécurité. terrible dans ce que tu racontes, c'est, d'être suspecté d'une mauvaise intention. Ouais. En fait, quand on a été victime de VSS, on veut de la justice et du coup, ça serait mal intentionné, comme si on voudrait nuire à la cause, alors que justement, comme tu dis, enfin, c'est exactement ça. C'est presque faire du bien à la lutte que de développer des pratiques de justice communautaire, en fait, Mmh. et de faire justice. Juste qu'il y ait les Et de victimes. dégager ce type de personnages de nos luttes, en fait. On n'a pas besoin de ces gens-là dans nos luttes. Alors bah ça, c'est un vrai sujet parce que justement dans les milieux militants ou en tout cas dans la pensée de la justice transformative et anticarcérale, il y a l'idée d'accompagner les auteurs, les autoristes de violence au changement. Oui, mais en l'accompagnant en changeant, excuse-moi de te couper, le mettre toujours en contact avec sa victime. C'est-à-dire que moi, en tant que victime, je veux plus que la personne à qui m'a agressée soit à côté de moi, mais je veux toujours militer. Si on doit choisir entre lui et moi, c'est lui qui dégage, hein. C'est lui qui est problématique. Bah, c'est ça. Pour moi, en fait, il y a, en tout cas, dans l'idéal de la justice transformative, il y a l'accompagnement au changement, mais l'accompagnement au changement d'un auteur de violence ne doit pas se faire au détriment de la sécurité de la victime. Et en fait, l'accompagnement d'un auteur peut se faire, et à mon sens, doit se faire dans d'autres espaces sociaux qui lui ont permis de produire des violences. Parce que si, en fait, déjà, enfin, c'est pas possible d'imposer à une victime de devoir continuer de coexister avec son auteur de violence, dans les espaces dans lesquels elle a envie d'évoluer. Donc il y a la nécessité, qu'il soit mis à l'écart si c'est le souhait de la victime et si aussi le schéma parce qu'en fait les victimes peuvent être aussi encore sous emprise ou en tout cas ne pas vouloir faire du mal à leur, auteur de violence et du coup dire: «Mais non, il peut rester» et en fait elles n'arrivent plus à sortir de chez elles. Donc c'est hyper important de sécuriser la victime et l'accompagnement il se fait ensuite. On fait la sécurisation,
on accompagne la victime à, mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu, sachant qu'avec le psychotrauma, ça met des mois, des années à Mmh. comprendre vraiment ce qui s'est passé. On élabore des besoins de réparation, ça prend du temps. Bah, à un moment, je vais demander ci, je vais demander ça. En fait, une fois que je l'ai demandé, je me rends compte, en fait, c'était plutôt ça que je voulais. Mais Mmh. ça prend du temps, en fait, et il faut aussi accompagner la victime. Et en parallèle, il peut y avoir un accompagnement d'auteur, notamment pour qu'il respecte les demandes de sécurisation, pour qu'il respecte les besoins de réparation, et aussi pour qu'il comprenne les violences et qu'il y ait de la reconnaissance et qu'il change. Mais c'est pas parce qu'il est accompagné que ça vaut réhabilitation. Non, pas du Pas tout. nécessairement. Sans accompagnement de l'auteur de violence, de simplement le dégager, c'est aussi prendre le risque qu'il aille dans un autre espace où il va aussi violenter. Mmh. Donc, oui, il y a un accompagnement de la victime et c'est important la question de la sécurisation et de mettre aussi les besoins de réparation de la victime au centre des discussions. Mmh. Après, ça nécessite, des allers-retours. La victime enfin, moi, je l'ai fait l'exercice avec, Lynn. On s'est dit: «Mais de quoi on a besoin?» Et en fait, on est resté 20 minutes devant une page blanche, hein. Comme on nous l'avait jamais demandé, on l'avait jamais vraiment verbalisé, formalisé, on savait pas quoi écrire. Du coup, on est parti. Bah, en termes de réparation, on peut, parler, d'excuses, de lettres d'excuses, de reconnaissance, des faits et cetera et cetera et puis aussi on peut aller dans des trucs hyper loin, on avait pensé à faire, des enterrements de la honte, où tout le monde doit venir pour, vraiment se rendre compte que, OK, on met fin à la honte et on avance maintenant puisque la honte a été enterrée, on avance. Si vous jamais vous avez honte, bah, vous allez au cimetière du Père-Lachaise, là on aura enterré la honte, vous vous recueillez et vous vous remettez ensuite au travail. Donc on avait comme ça des trucs un peu symboliques et la question de la réparation, quand bien même elle peut être symbolique par moment, elle peut être aussi très concrète. Donc je vous renvoie aussi à l'épisode 4 sur la classe, sur la question de la réparation, de Kehina, parce qu'elle, elle avait demandé de l'argent. Et en fait, l'idée, c'était pas, juste, une question vénale, mais c'est aussi, contraignant de devoir rembourser, de faire un dédommagement, financier, c'est contraignant et l'idée, c'est de créer de la contrainte. Et là, du coup, je reviens sur la question de la coercition. Comment est-ce qu'on crée de la contrainte dans ces espaces, de justice communautaire? Parce que l'idée, c'est que les victimes, bah, en fait, elles sont choisies parce qu'elles sont des proies. Comment est-ce qu'on crée de la coercition dans des espaces censés laisser, le pouvoir tel qu'il est, la conservation du pouvoir dont on a parlé? Ça, c'est une question hyper complexe, parce que justement, moi qui évolue plutôt dans les milieux, anti-autoritaires, on va dire d'extrême gauche, militants écologistes, ou les milieux, je dirais, enfin qui se revendiquent, anarchistes. Cette question de la coercition ou cette question de faire autorité, elle est débattue même sur des choses, de la vie quotidienne. Est-ce qu'on doit, imposer, voilà, un roulement pour le travail domestique? Si c'est, sur les questions des violences sexistes sexuelles, alors même, qu'on est dans une, société pétrie de la culture du viol, là, la question de la coercition sur les auteurs, c'est quelque chose qui est très tabou. C'est vraiment très, très tabou et en fait, les auteurs en bénéficient parce que ça arrive très souvent que dans des situations, les auteurs, déjà, ne reconnaissent pas les violences qui ont été produites. Donc il va y avoir tout un processus de disqualification du récit de violence et de disqualification aussi des besoins de la victime. En plus, les besoins, enfin, comme tu disais, c'est hyper dur de savoir de quoi on a besoin quand on nous a jamais demandé c'était quoi nos besoins, quand on est socialisé justement à taire ses besoins pour correspondre aux besoins de l'autre, avoir enfin un espace pour pouvoir exprimer des besoins. Sachant que pour savoir quels sont nos besoins de réparation, bah, il faut voir les conséquences des violences sur le long terme. Mmh. Parce à J plus une semaine ou J plus un mois, on peut avoir une petite idée déjà des premières conséquences sur nos vies des violences. Mais en fait, il faut avoir du recul sur le long terme pour se dire, OK, en fait, ça m'a coûté 10 000 € de thérapie. Bon, bah voilà la facture. Il faut avoir beaucoup de chance hein, que l'auteur de violence déjà reconnaisse le récit de violence et ensuite accepte les besoins de réparation. Parce que ce qui peut arriver, c'est que, ils reconnaissent les faits, mais ils reconnaissent pas les conséquences des faits sur les victimes. En disant que: «Mais non, en fait, s'il y a eu ces conséquences sur la victime, c'est que en fait, elle est un peu folle, un peu trauma et que l'antécédent traumatique, c'est pas de sa faute, donc il a pas à payer l'entièreté». Ce qui se passe, en tout cas moi, ce que j'observe et que je vis aussi, en tant que victime, en tant qu'accompagnatrice de victimes, en tant que membre de collectif où il y a eu des violences, c'est, une confrontation vraiment entre plein de pensées, différentes il faut laisser le bon vouloir des auteurs.
à réparer, reconnaître, et d'autres qui disent, bah, en fait, non, il faut imposer la mise à l'écart, il faut imposer la réparation, et lui demander et leur dire, bah, en fait, si tu ne fais pas ça, tu ne seras plus le bienvenu. Donc ça arrive, mais il y a plein d'autres espaces qui refusent parce que politiquement, ça serait contraire à une idée anti-autoritaire ou ça serait rejouer la prison que de demander la mise à l'écart. Il y en a même qui parlent d'assignation à résidence quand on demande à ce que l'auteur, reste chez lui et n'aille pas à une fête, par exemple. Moi, j'ai une phrase qui me vient en tête, par rapport à ça. C'est par rapport à la victime, parce que là, on a beaucoup parlé des auteurs, mais par rapport à la victime, quand un auteur n'est pas mis à l'écart ou n'est pas mis à résidence comme tu as pu le dire, comment, la personne a fait pour guérir dans un environnement qui l'a rendue malade? Lorsqu'elle doit croiser à chaque fois, à chaque fête ou à chaque, manif ou à chaque tractage, elle peut être mise en binôme avec la personne qui l'a agressée, que ce soit physiquement, sexuellement, peu importe. Elle reste dans un schéma, enfin dans un le serpent qui se mord la queue, en fait. Parce que je pense que cette mise en contact forcée, ça va faire qu'elle va être encore plus polytraumatisée. Donc moi, j'ai beaucoup plus de peine pour la victime que de me demander comment l'auteur va sentir son confort. Enfin, c'est même potentiellement le dernier de mes soucis, en fait. Je suis peut-être plus dure que vous quand je dis: qu'il «Faut les dégager», parce qu'effectivement, il y a des impacts après, ils peuvent aller militer dans d'autres orgas ou dans d'autres espaces où on n'aura pas plus la visu de qu'est-ce qu'ils deviennent ou qu'est-ce qu'ils font. Mais honnêtement, pour une victime qui a eu le courage de venir dire: «Cette personne m'a fait ça et moi, je ne veux plus être mise en contact avec lui», potentiellement cette personne, elle ne voudra pas comprendre ni reconnaître, elle dégage en fait. On va pas, elle dégage. Il y a pas de et on ne lui explique même pas pourquoi il dégage. Juste il dégage. Ouais, pardon, le problème avec cette situation-là, c'est qu'il y a vraiment des auteurs qui se vengent. Et du coup qui vont se venger, soit en discréditant, la victime de plein de manières, générales ou en essayant de créer un réseau, de disqualification de la victime. Mmh. Et donc c'est vrai que quand il y a pas d'accompagnement d'auteur, bah, l'auteur, il peut partir en roue libre. Donc je dis pas qu'il faut pas les dégager, hein, je dis juste que si ils sont dégagés et qu'après ils sont laissés en roue libre, Mmh. et ben il peut y avoir des représailles ensuite, Oui, je sur la comprends. victime. Oui, il y a un autre point, c'est que si, l'auteur, il part dans un il est juste dégagé, mais qu'il y a pas un suivi de l'auteur sur là où il va aller et est-ce que là où il va aller, il va pas être accompagné à la remise en question, la réparation, la responsabilisation. La victime, elle va devoir imaginer sa vie en se disant: «Potentiellement mon auteur est là-bas, potentiellement il est dans ce Mmh. collectif, potentiellement il allait vivre là-bas, donc ça veut dire que moi, jamais je ne pourrai aller dans ces espaces». Donc ça veut dire qu'elle a peut-être obtenu sécurisation à son endroit, mais qu'elle reste bloquée dans ses projections et ça, être empêchée de se projeter parce que son agresseur est dans des espaces, c'est aussi hyper violent. Donc pour moi, il y a une nécessité que les collectifs travaillent ensemble pour sécuriser la victime dans tous les espaces où elle veut aller, en fait. Mais c'est surtout moi ce qui me pose problème, c'est la réhabilitation de ces personnes-là. On peut les aider, les accompagner, mais déjà potentiellement moi, après je sais pas si je les diabolise beaucoup les agresseurs, mais je vois pas les agresseurs dont j'ai connaissance reconnaître leur statut d'agresseur, reconnaître leurs fautes, leur reconnaître ce qu'ils ont fait et encore moins, chercher de l'aide ou même l'accepter et quand je parle de réhabilitation, c'est vraiment des personnes qui sont là, été reconnues même, par la loi et par la communauté, mais qui continuent à militer partout comme si, il y avait pas ce passif, en fait. Moi, pour ma part, mon agresseur, quand je le vois faire des prises de parole, je me dis: «Mais il est culotté, lui, il devrait pas être, dans un trou à se cacher». Pourtant, lorsqu'on est dans les mêmes espaces et on l'a dit dans l'épisode 1, on a essayé de m'empêcher d'accéder à cet espace parce que lui était là, mais pourquoi c'est moi qui dois me cacher? C'est moi la victime. Donc là, on va encore me dire: «Tu ne peux pas venir parce qu'il est là». Et c'est pour te protéger Et d'ailleurs. c'est pour me protéger. Quand on avait partagé ces espaces-là, il osait pas me regarder dans les yeux. Il baissait la tête. Il baissait moi, pendant mon discours, je le regardais dans les yeux. Lui, il baissait la tête, donc il sait ce qu'il m'a fait. Il le reconnaîtra jamais avec des mots et il cherchera jamais à réparation. Et il continue à militer et à faire comme si c'était une bonne personne, alors que c'est un agresseur. Ouais, et tous ces gens qui savent et qui ne font rien, c'est clairement l'omerta, en fait. En fait, ça, je pense que c'est le pire qui m'est arrivé dans cette situation-là. Et je vois des petites gamines de 18 ans, 20 ans, qui sont là tractées, qui rejoignent des orgas et qui ont pas la vision sur nous, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on voit et qui se disent: «Mais c'est safe, c'est super ici, on va se battre pour nos droits». Non, Ouais, ouais, c'est d'autant plus pernicieux qu'on se croit dans un espace de c'est confiance, qu'on se ça. croit dans un espace où on est censé lutter contre, les discriminations, les violences, systémiques.
et qu'on le subit, donc déjà, première trahison, on le dénonce, on n'est pas cru, donc deuxième trahison, on demande la sécurisation, et ben, on n'est pas protégé et on est exclu, on est auto-exclu alors que notre agresseur bénéficie des espaces dans lesquels on voudrait aller, donc troisième trahison, et ça n'en finit pas en Mmh. fait. Et en plus, on a cette responsabilité de se dire, potentiellement, il agresse d'autres personnes. Mmh. Alors que, ben, moi, je dois d'abord gérer mon propre trauma. Donc, je peux pas continuer à imaginer que ce type-là, il continue à proliférer partout, partout, alors que ça a été dénoncé, ça a été remonté et que tout le monde s'en fout. Moi, je l'ai remonté à des organisations féministes, à des militantes féministes. Elles en ont eu que faire. Vous savez que c'est un agresseur, c'est pas quelque chose de caché. Pourquoi vous l'invitez? Pourquoi vous lui tendez encore un micro? En fait, ce qui est intéressant là dans ce que tu racontes, c'est, là tu racontes du coup une procédure de harcèlement ou une procédure, bâillon que ton auteur il a à ton égard sans avoir nécessairement porté plainte contre toi. Mais en fait, je pense même pas que c'est lui qui fait bâillon. C'est ça le plus fou que je suis en Il a train de même raconter. ah ouais, il a même pas Il a à même pas demander l'ordre besoin patriarcal, il est déjà en bien face, sûr, quoi. il a même pas besoin de dire parce que vraiment dans son langage corporel, quand je le vois, il baisse la tête, il me fuit. Vraiment, il me fuit dans le temps et l'espace. Dès qu'il est invité quelque part, même s'il est invité après moi, je suis plus invitée. Mais parce que les gens, ils savent que moi, je vais le confronter à ce qu'il m'a fait ou même les confronter eux politiquement. Attendez, toute l'année, on défend les victimes, on laisse pas passer ça, nanani nanana. Mais dans les faits, oui, parce que politiquement, c'est important qu'il soit là, et ben, il est invité. Il est dans toutes les manifs. Bah, en fait, c'est ça l'enjeu de la justice communautaire, c'est de sortir de la binarité entre l'auteur de violence et la victime et de bien réaliser que si les auteurs de violence, ils peuvent agresser sans avoir de conséquences derrière, c'est parce qu'il y a tout un cadre qui leur permet. C'est qu'à chaque maillon de la chaîne, en fait, à chaque, rouage, dans chaque espace, de militance, il va y avoir des personnes qui vont laisser faire ça, qui vont soit ne rien dire et ne rien dire, c'est participer à de la violence envers la victime, ne pas alerter les collectifs, ne pas demander, comment la victime va, c'est quoi ses besoins, et cetera. Donc en fait, tout ça, c'est permis par plein d'autres personnes qui ne sont pas, l'auteur de violences initiales, et je considère, à mon sens, que toutes ces autres personnes sont également autrices Absolument, de bien violences, sûr. au sens de la violence secondaire, en fait. Et ça, c'est intrinsèque aux violences sexistes et sexuelles. Elles ne peuvent perdurer que s'il y a de l'omerta, en Oui, fait. bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Déchaîne. On espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que vous vous sentez moins seul. Vous retrouverez toutes les ressources citées et les contacts d'urgence dans la barre d'informations. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve dans un mois. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez déchaînés.